Le Mogo Naba qui reçoit les félicitations du président sénégalais. Il est le lauréat du prix Macky Sall pour la paix et le dialogue en Afrique. Un prix décerné le 21 décembre 2017. En marge du jubilé d'or du CAMES ici à Ouagadougou, le président est allé lui rendre hommage, images et réactions à suivre. Et puis c'est la campagne agricole de tous les espoirs. Objectif, produire 6 millions de tonnes de céréales. Une semaine après le lancement officiel de cette campagne humide, constat sur le terrain dans le centre-nord et le centre-ouest. Dans ces deux régions, comme vous allez le voir, les producteurs ne perdent pas de temps. Les premières opérations culturelles sont entamées. Les mesures d'accompagnement sont-elles au rendez-vous? C'est l'une des questions que nous allons poser à notre invité, le directeur général des productions végétales. Un grand format à suivre dans un instant. En Italie, le nouveau ministre de l'Intérieur affiche sa position anti-immigration. Aussitôt installé, Matteo Salvini a effectué un déplacement en Sicile. Le leader de la Ligue du Nord, connu pour ses positions radicales, martèle sa volonté de tarir les flux des immigrés venus notamment du continent africain. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Mais avant de développer ces titres, cette information de la direction de communication de la présidence du Faso, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, prendra part du 4 juin au 7 juin 2018 à Bruxelles, en Belgique, sur invitation de la Commission de l'Union européenne à l'édition 2018 des Journées européennes de développement, plus connues sous l'acronyme EDD. Cette année, les Journées européennes de développement mettront l'accent sur le rôle crucial des femmes et leur participation à la mise en œuvre des objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Le président du Faso prononcera un discours en présence de nombreux autres chefs d'État et de gouvernement. À l'agenda du président Roch-Marc Christian Kaboré, durant son séjour belge, figure la signature d'une convention de financement du programme d'urgence pour le Sahel avec l'Union européenne et un tête-à-tête avec le Premier ministre belge Charles Michel. Le président du Faso aura également un entretien avec le commissaire au développement de l'Union européenne et des rencontres avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux, notamment le président de la Banque européenne d'investissement. Comme je vous le disais, en titre, Macky Sall chez le Mogo Naba, en marge du jubilé d'or du CAMES, le président sénégalais est allé rendre hommage au lauréat du prix qui porte son nom, l'occasion de saluer l'engagement du Mogo Naba dans la résolution des crises qui ont secoué le Burkina Faso ces dernières années. Draman Guéné. Au palais du Mogo Naba ce 1er juin, Macky Sall reçoit tous les honneurs. Le président sénégalais est venu féliciter l'empereur des Mossé pour son prix Macky Sall pour la paix et le dialogue en Afrique. C'est un prix décerné depuis Genève par le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Le CIRID, après une sélection très rigoureuse pour sa première édition, a eu le privilège et l'honneur de désigner Votre Majesté comme récipiendaire de ce prix Macky Sall pour la promotion du dialogue en Afrique. Je devais être à Ouagadougou à cette époque. Un agenda et des engagements pris antérieurement m'ont empêché d'être là et j'avais souhaité qu'à mon prochain déplacement sur Ouaga, je puisse venir jusque-là pour vous saluer et vous apporter mes félicitations et vous dire tout l'honneur que nous ressentons à nous déplacer jusqu'à ce lieu. À son tour, le Mogo Naba se dit très touché par la distinction et le manifeste à travers ce message livré par un de ses ministres. Toutes mes félicitations pour votre leadership en Afrique, pour la paix, le dialogue et le développement. Merci pour ma grande distinction comme premier prix du dialogue en Afrique, promu par vous-même. C'est le 21 décembre 2017 à son palais que le Mogo Naba a reçu ce prix africain. Présent à Ouagadougou dans le cadre du 51e du CAMES, le président sénégalais est venu réitérer sa satisfaction et son encouragement au Mogo Naba. Voilà, et puis le clap de fin des festivités de ce 51e du CAMES, c'était vendredi dans la nuit, une soirée pour célébrer l'excellence dans l'enseignement supérieur. Les lauréats des Olympiades universitaires ont été récompensés sous les feux de la rampe également, les précurseurs de l'institution. Roger Kam, Zoubaviel David Dabiré.
Le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, a 50 ans d'existence et cela se fête. Autour d'un dîner, les experts et professionnels de l'enseignement échangent sur la philosophie qui a sous-tendu la création du CAMES en 1968, devenu aujourd'hui un instrument de développement pour les pays membres. Et ce jubilé d'or est aussi le moment de faire le bilan du fonctionnement de cette institution panafricaine. L'excellence qu'on recherche dans notre espace, cette excellence ne peut prévaloir que lorsque les étudiants sont confrontés les uns contre les autres dans une compétition saine et lorsqu'effectivement la question de la mobilité des étudiants à travers l'espace, la mobilité des enseignants devient une règle d'or pour nos universités. Je pense que c'est un bon début. Le CAMES a engrangé de nombreux acquis en 50 ans et l'institution compte poursuivre dans la même dynamique et relever les défis du moment, notamment l'adaptation de l'enseignement supérieur aux besoins des pays africains. Elle compte également résoudre les problèmes qui émaillent le système éducatif de ses États membres et stimuler davantage l'excellence à travers son célèbre concours inter-États dénommé les Olympiades universitaires. On a démontré qu'avec le numérique, on pouvait, sans beaucoup de coûts, organiser ce type de compétition qui permet à notre jeunesse, à nos étudiants d'aspirer vers l'excellence. Cette soirée était aussi l'occasion de rendre hommage aux précurseurs du CAMES, notamment le professeur Joseph Kizerbo et les anciens secrétaires généraux de l'organisation. Parmi les participants à ces festivités, le ministre nigérien de l'enseignement supérieur, il a profité de son séjour pour sceller un partenariat avec l'université Aube Nouvelle. Il faut dire que cet institut privé reçoit de nombreux étudiants nigériens. Les détails avec Jean Zongo et Maïmouna Traoré. Une centaine d'étudiants nigériens sont en formation à l'université Aube Nouvelle à Ouagadougou. D'autres sont inscrits à Bobo Dioulasso. Leur présence est facilitée grâce à un partenariat qui existe depuis quelques années entre l'établissement et le gouvernement nigérien. Cette nouvelle convention signée ici vient renforcer leur collaboration. Les investigations que nous avons faites nous ont permis de comprendre que Aube Nouvelle fait partie des universités pour lesquelles nous pouvons avoir confiance dans la recherche du savoir, dans la recherche de l'excellence pour nos étudiants. Alors nous sommes venus de vive voix dire cela à l'université Aube Nouvelle et leur dire également notre volonté d'améliorer, de parfaire cette collaboration. Le président directeur fondateur de l'université Aube Nouvelle salue cette confiance renouvelée, un acte qui sonne pour lui comme un défi à relever. Quand vous avez tout un gouvernement qui vous fait confiance et qui vous envoie les étudiants, c'est un fardeau. Il ne faut pas les décevoir. Et cela nécessite que nous gardons le cap de l'excellence. C'est pourquoi en matière de retombées, c'est cette contrainte-là qui va nous pousser à ne pas dormir sur nos lauriers qu'il faut continuer à améliorer. Ensuite, les Nigériens qui seront formés ici seront nos ambassadeurs. Grâce à cette collaboration, les étudiants nigériens bénéficieront d'autres avantages à l'inscription et au cours de leur formation à l'université Aube Nouvelle. Tout autre chose pour poursuivre, le syndicat national des commerçants du Burkina et l'association Les Amis de la Chine populaire saluent le rétablissement des relations diplomatiques avec le Burkina. Les deux structures entrevoient de belles opportunités pour la relance économique du pays. Ils émettent tout de même quelques inquiétudes. Jean-Eudes Bayala ou Moussissé. Le 27 mai dernier, le Burkina Faso rétablit ses relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Une reprise saluée ici par le syndicat des commerçants du Burkina Sinakombe et l'association Les Amis de la République populaire de Chine au Burkina Faso. La Chine populaire est l'une des plus importantes économies du monde, voire la plus grande puissance économique actuelle. Pour nous, la Chine populaire serait un bon ami et un bon partenaire véritable, fiable et important pour le Burkina Faso dans ses projets économiques de développement. Pour tirer profit de cette coopération, le gouvernement burkinabé doit faire preuve de leadership selon le Sinakombe.
Et pour éviter les crises sociales, le syndicat met en garde contre l'arrivée massive des Chinois au Burkina Faso. Nous ne voulons pas que les Chinois viennent et nous voyons que tout le Burkina Faso est devenu chinois. Ce n'est pas ce que nous attendons. Nous voulons que ce soit des Chinois qui viennent pour travailler. C'est vrai ou c'est faux? Nous voulons des Chinois qui viennent pour nous donner du travail. Nous ne voulons pas des Chinois qui vont venir ici pour dormir. Nous ne voulons pas des Chinois qui vont venir ici pour faire des galettes pour vendre. Nous ne voulons pas des Chinois qui vont venir ici pour vendre en détail. Nous ne voulons pas des commerçants qui vont venir ici pour vendre les mêmes produits que nous vendons. Quand ils viendront au Burkina, ils vendent en gros. Ils n'ont pas le droit de vendre en détail. Et c'est à ce titre que la relance de l'économie burkinabé sera effective selon le syndicat. Une relance qui passe par la création d'un organe régulateur pour la sécurisation des intérêts des petits commerçants, la création de sociétés mixtes, la mécanisation de l'agriculture et le transfert de technologies. Dans le grand format de ce dimanche, comme annoncé, on s'arrête sur les enjeux de la campagne UMI 2018-2019. Le lancement officiel a eu lieu il y a juste une semaine et je vous le disais, c'est la campagne de tous les espoirs. Direction ce soir le centre-ouest, la zone de Léo précisément. L'une de nos équipes est allée constater l'état d'esprit des producteurs au moment des premières opérations culturelles. Amado Ilboudo et Draman Guéné. Ce matin, la machine est en pleine forme. Suleiman Yago peut poursuivre son labour entamé depuis les premières pluies. Nous sommes dans la brousse de Léo dans la Sicile. Sur son périmètre, Suleiman fait tout à la fois. Une équipe fait le sarclage ici, une autre laboure par là, et la dernière procède au semis après le passage de la machine. Bon, ici, on a labouré, et puis on a semé le maïs Massongo. C'est ça qu'on a semé ici. On a 1,5 hectare qu'on vient de labourer, et c'est ça qu'on a semé pour le moment. Pour éviter la déconvenue de la campagne dernière, Suleiman va vite sans attendre personne. Pas même le conseil des techniciens de l'agriculture, encore moins leurs semences. Les semences dites améliorées. C'est nous-mêmes qui stockons notre semence, puisque nous, on nous avait dit même de prendre les semences améliorées. Bien avant l'année passée, on a pris au DPA. Cette année, il n'y a pas eu ça. Donc c'est les semences que nous, on a semées l'année passée. C'est les mêmes semences que nous, on a pu appeler pour semer cette année encore. D'après que ça arrive, jusqu'à présent, ce n'est pas encore arrivé. Donc ce n'est pas sûr qu'on va avoir. Pourtant, c'est le moment de semer. On attend toujours, mais nous, on ne fait que semer. Beaucoup de soucis pour la campagne en cours. À Léo, les agriculteurs ont leur argent en poche, mais l'engrais homologué est toujours insuffisant et n'est même pas encore disponible. Alors pour Suleiman, la position géographique de la localité est un grand atout. Pour avoir l'engrais même aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est qu'ici, comme on a eu la chance, on est à côté du Ghana. C'est ça que nous aussi, on puisse ravitailler pour qu'on puisse avoir l'engrais suffisamment. Sinon, au niveau de notre pays, c'est en tout cas pour avoir l'engrais, c'est devenu un peu compliqué. Par exemple, que si tu pars au DPA, tu demandes au moins 1 tonne d'engrais. Si tu gagnes 5 sacs, même ce que tu as eu, quelqu'un qui va produire au moins 5 hectares, il demande au moins 1 tonne, il se retrouve avec 5 sacs. Vous voyez que c'est très compliqué. Il ne peut pas s'en sortir. Face à la situation, il faut bien s'adapter, varier les spéculations afin de surmonter l'insuffisance d'engrais. Pourquoi moi je n'ai pas fait le maïs beaucoup, c'est pas à cause d'engrais. Je suis obligé de mettre le sorgho de l'autre côté, pour pouvoir maîtriser le peu que je peux gagner d'engrais pour mettre. Ici à Léo, les récoltes sont toujours excédentaires et Suleiman le souhaite encore pour cette campagne. Mais l'accompagnement des paysans se fait toujours attendre. À quand cette mécanisation t'a annoncé? Avant, on labourait avec les bœufs. Présentement, on est sur des motoculteurs. Si on gagne, pourquoi pas des tracteurs? Si, par exemple, s'il y a des paysans qui puissent bénéficier de ces tracteurs-là aussi, ça peut améliorer les paysans aussi. Sans accompagnement conséquent, les producteurs sont obligés de brader les récoltes à bord champ. Question de régler les dettes contractées pour l'achat de l'engrais et les frais du labour. À Léo, c'est un phénomène qui pèse sur la moisson des petits producteurs, mais le minimum vital est toujours bien conservé.
Un tour également dans le centre-nord et là également le constat est le même, pas question de perdre du temps. Les producteurs sont dans les champs après les premières pluies et ils fondent beaucoup d'espoir sur la présente campagne car la précédente a été pour le moins calamiteuse. Olopoda. Nous sommes le 1er juin. Ici, dans les encablures de Corsimoro, dans le centre-nord, ces producteurs mettent du cœur à l'ouvrage. Il n'y a pas de temps à perdre. La pluie tombée la veille est jugée favorable pour entamer la campagne agricole. Il faut labourer et mettre la fumure organique avant de s'aimer. Plus loin, à Boussouma et dans les environs de Kaya, c'est la même motivation dans les champs. C'est le début de la saison pluvieuse, donc nous nous attelons à transporter de la fumure organique dans les champs. Ça vaut 4 pluies comme ça et on a commencé à travailler dans les champs. Bon, on creuse les œils, on met le fumier et on attend la pluie pour semer. Ça a commencé comme ça, il n'y a pas de temps pour reposer. Tous les jours, c'est travailler seulement. Pour le niveau de pluviométrie, ces producteurs déclarent à la date du 1er juin 3 pluies qui ont chacune enregistré en moyenne 10 mm d'eau. Une quantité en deçà des attentes, mais bénéfique pour un début de campagne. Pour ce producteur sémencier qui a adopté des technologies agricoles, notamment les techniques des demi-lunes et du zaï, la période est propice à la préparation des sols. Comparé à l'année dernière, nous ne sommes pas en retard. Ces dernières pluies nous donnent la joie d'entamer la réalisation des demi-lunes et du zaï. J'ai opté depuis des années pour ces nouvelles techniques agricoles et ça me va bien. Améliorer la productivité par l'utilisation des intrants de qualité, Léopold Sawadogo y croit et se réjouit déjà de la disponibilité des semences. Nous avons déjà des semences qui produisent vite, donc il faut semer vite pour ne pas rater la saison. Le défi ici est de développer des initiatives nouvelles visant une productivité plus durable dans un contexte de changement climatique. Si tu veux aujourd'hui travailler sans les fertilisants agricoles, tu vas perdre parce que les sols sont devenus pauvres. Et puis, il faut avoir de bons intrants dans l'espoir d'améliorer la production. Si tu respectes les techniques culturelles, il n'y a pas de raison que tu ne fasses pas une bonne production. J'interpelle donc les paysans à s'approprier les bonnes pratiques agricoles mises à notre disposition par le gouvernement. Il faut profiter de la clémence du ciel pour entamer au plus tôt la campagne agricole 2018-2019. C'est le mot d'ordre ici, car dans la région, tous ont encore en mémoire les caprices de la saison dernière qui s'est soldée par un mauvais résultat. Et pour aller plus loin sur cette question, comme je vous le disais, nous recevons le directeur général des productions végétales, M. Alassane Guiré. Bonsoir, M. Guiré. Bonsoir, M. Ouedraogo. Alors, comme on l'a vu à Léo, tout comme dans le centre-nord, les producteurs sont dans les champs. Alors, M. Guiré, quel est le point qu'on peut faire aujourd'hui de la disponibilité des intrants? On a vu par exemple celui de Léo qui se plaint de ne pouvoir avoir accès donc aux semences alors que ces travaux ont commencé. Bien, merci bien M. Ouedraogo et surtout merci pour l'occasion que vous nous offrez de parler de la campagne agricole 2018-2019. Il vous souviendra naturellement que le 26 mai dernier, à Tchakane, dans la région de Pau, nous avons procédé au lancement officiel de la campagne agricole de saison 2018-2019. Alors aujourd'hui, quelle est la situation sur le terrain par rapport aux intrants que l'État met à la disposition des producteurs les plus vulnérables? Je voudrais, à ce niveau, que nous puissions comprendre l'action du gouvernement à l'endroit de ces producteurs. Il s'agit d'un programme de subvention qui donc accompagne les producteurs les plus vulnérables. Nous avons à ce jour plus de 15 000 tonnes d'engrais NPK urée prépositionnés dans les régions. Nous sommes en train de boucler la réception des semences, autour de 7 000 tonnes de semences. Nous avons près de 14 000 unités
d'équipements agricoles à traction animale qui sont dans les régions, dont la distribution, nous l'espérons, pourra commencer rapidement d'ici la semaine prochaine. Mais convenez que lorsque vous regardez les ambitions de production de la campagne agricole de saison humide 2018-2019, nous avons pour ambition de réaliser autour de 5 800 000 tonnes de céréales sur une superficie d'environ 4 250 000 hectares. Rapporté aux besoins pour donc couvrir l'entièreté de ces superficies, il nous faut au bas mot autour de 910 000 tonnes d'engrais. Il nous faut au bas mot autour de 6 000 tonnes de semences. Vous conviendrez que l'effort de l'État, comme on le précise, n'est qu'une subvention, un programme de subvention à l'endroit des producteurs les plus vulnérables. Donc il n'est nullement question de couvrir l'entièreté des besoins des producteurs. Parce que 910 000 tonnes d'engrais, ça tourne autour de 365 milliards de francs CFA. Alors actuellement également, dans cette opération de disponibilité, en tout cas des intrants, est-ce que la grève annoncée des agents du ministère de l'Agriculture ne peut pas constituer une menace? En rappel, ils réclament 10 000 francs, je crois, sur chaque tonne d'intrants vendus. Bien, vous faites bien d'aborder la question. Véritablement, vous savez que les partenaires sociaux, donc les syndicats et les agents, sont nos collègues. Et nous avons cette mission commune d'accompagner la frange la plus fragile de notre population, notamment les producteurs les plus vulnérables. Alors, prendre en otage la distribution des intrants, je pense que nous faisons plus mal à la cible bénéficiaire qu'à notre administration. Mais du reste, nous sommes pour parler avec l'ensemble du dialogue n'est pas rompu? Non, pas du tout rompu. Nous avons eu la dernière rencontre avec le syndicat le 14 mai dernier. Nous avions pensé que la question était résolue. À notre grande surprise, le boycott persiste. C'est vrai, nous admettons qu'il y a des revendications qui sont très justifiées. Lorsque un agent est affecté dans une commune où il doit couvrir 8 villages, il n'a pas un moyen de déplacement, nous pensons qu'il y a des efforts qui peuvent être faits. Du reste, l'année dernière, en mai dernier, nous avons mis à leur disposition autour d'une centaine de motos. En avril 2018, c'est 232 motos, plus 11 véhicules qui ont été mis à la disposition des acteurs, des agents. Nous attendons d'ici juillet-août autour de 450 motos au compte du budget de l'État pour donc accompagner ces réseaux d'encadrement. Et mieux, nous avons un programme qui intervient dans la région de l'Est qui prévoit également 150 motos. Donc, tout comme fait, nous n'aurons pas moins de 700 à 800 motos disponibles pour eux cette année. Ce serait un effectif de 1200 1300 agents. Donc les efforts sont là. Et effectivement, la question des ristournes a été posée. Nous avons dit, cette question est tellement délicate. Parce qu'il ne s'agit pas de recettes que nous dégageons. Nous vendons à prix fortement subventionné des semences, des engrais. Quand je prends les semences, nous faisons l'acquisition de la tonne autour de 475 000 pour le maïs. Mais nous cédons 15 kg de semences aux producteurs à 1 000 francs. Donc, rapportez, quand vous voyez les recettes que nous enregistrons, si nous devons payer 10 000 francs par tonne placée, ça pose un problème. Du reste, nous disons que cette question va être soumise au gouvernement parce que c'est une forme de fonds commun qui ne dit pas son nom. Nous pensons que là, il va falloir que le gouvernement se prononce là-dessus, parce qu'il ne revient pas au ministère de l'Agriculture, effectivement, d'octroyer des ressources à des agents qui font de la distribution. Mais, en tout état de cause, sachez que nous sommes en train de développer des initiatives pour éventuellement décharger notre réseau d'encadrement, parce que leur mission première n'est pas de procéder à la distribution des intrants et des animaux de traite, c'est d'assurer l'encadrement des producteurs. On espère qu'une solution sera trouvée. Bien sûr. Là, on s'éloigne de notre sujet. Monsieur le directeur général, on a vu l'année dernière les chenilles légionnaires qui ont causé également beaucoup de pertes. Est-ce que des enseignements ont été tirés de cet épisode-là? Et cette année, quelles sont les dispositions pratiques qui ont été prises pour parer une éventuelle attaque? Bien sûr que la campagne a été véritablement difficile pour notre pays. Nous avons enregistré un déficit de près de 477 000 tonnes, ce qui fait qu'on a 12% des besoins alimentaires qui ne seront pas couverts. Et les facteurs qui ont justement milité à ce déficit-là sont essentiellement les caprices pluviométriques, avec de longues périodes de sécheresse, avec une fin précoce des pluies, mais également l'invasion des chenilles légionnaires qui ont touché près de 58 000 hectares et les oiseaux granivores. Donc nous avons la pleine conscience que les chenilles légionnaires sont définitivement installées dans notre pays. Si vous vous souvenez, le lancement de la campagne, le thème de la campagne a porté sur le renforcement de la veille face aux attaques parasitaires pour la réduction, pour éviter la réduction de nos productions. Alors, dans nos estimations, nous pensons que nous allons démarrer cette campagne avec environ 75 000 à 80 000 hectares qui pourraient être
infestées par les chenilles légionnaires, qui privilégient, qui sont véritablement friandes de ce qui est production de maïs. Et si rien n'est fait, nous avons autour de 950 000 hectares qui sont consacrés au maïs. Vous savez qu'entre 2007-2017, le maïs a rapporté près de 195 milliards de francs CFA à notre économie. Donc, ne pas prendre des précautions pour juguler ce fléau serait irresponsable. Concrètement, quoi. Alors, donc, ce que nous avons, nous mettrons incessamment à la disposition des directions régionales près de 30 000 litres de produits pour lutter contre ces chenilles légionnaires. Il y a également les oiseaux granivores. Nous avons autour de 4 200 litres de produits pour cela. Nous avons les appareils de traitement, mais mieux, nous formons les brigadiers phytosanitaires dans les communes. Nous avons mis en place dans chaque commune du Burkina une cellule de veille pour éventuellement détecter la présence de chenilles et former les agents et les producteurs à pouvoir mener la riposte. Mais il faut retenir que l'État ne pourra pas traiter 950 000 hectares de maïs. L'État ne pourra pas traiter 4 250 000 hectares de céréales. Il y aura des actions d'intervention rapides pour juguler. Mais nous allons donc demander à l'ensemble des acteurs, des producteurs qui sont aussi, de notre point de vue, des professionnels. Ils ont effectivement les services techniques du ministère de l'Agriculture dans leur zone. Ils peuvent les approcher. Nous allons donc les orienter vers les produits qui sont efficaces. Nous allons les former pour qu'ils puissent assurer le traitement. C'est un combat commun, un combat collectif. Il ne revient pas au ministère de l'Agriculture de traiter l'entièreté des champs dans ce pays. On espère qu'il n'y aura pas de chenilles légionnaires et que la pluie sera bonne, monsieur le directeur général. Bien sûr, la météo nous rassure par rapport à la pluviométrie. Nous osons espérer, bien sûr, il y aura des points de sécheresse qui s'annoncent. Mais là également, nous allons donc demander aux producteurs de développer les pratiques culturelles qui sont économes en matière d'eau. De développer effectivement les bassins de collecte, les ailes, les cordons pierreux, permettent donc la rétention de l'eau pour que nous puissions produire conséquemment. Merci, monsieur le directeur général, d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Voilà, mesdames et messieurs, un rappel, l'invité de ce grand format était monsieur Alassane Guiré, directeur général des productions végétales au niveau du ministère de l'Agriculture. Une campagne agricole qui s'installe alors que la faim menace dans plusieurs régions. C'est le cas notamment dans le centre nord, dans le village de Nogo par exemple. Les greniers sont vides et les familles désemparées. Elles peuvent tout de même compter sur le soutien du gouvernement. Gérard Sommet, Adama Koulibaly. Village Nogo à une quarantaine de kilomètres de Kaya, chef-lieu de la province de San Matenga. La population de cette localité est confrontée à une crise alimentaire en cette période de soudure. Une situation qui a nécessité une action de l'État à travers cette distribution de vivres. C'est Madame la ministre qui nous envoie la représenter au regard de la crise de famine qui prévaut dans ce village. Je pense qu'elle a entendu le cri du cœur de la population de Nogo. Donc elle nous envoie vraiment faire une action de solidarité à l'endroit de cette population. Ce don est composé de 20 tonnes de maïs, 5 tonnes de farine de maïs et 5 tonnes de riz. Le tout d'une valeur de 7 625 000 francs CFA. Une action qui va sans doute aider ces populations à améliorer leur quotidien. Les vivres que nous avons reçus ce matin vont beaucoup nous aider à faire face à cette situation difficile. Nous voulons surtout remercier le gouvernement pour ce geste. En plus du village de Nogo, ce sont une quinzaine d'autres de la province de San Matenga qui seront concernés par ces dons de vivres dans les tout prochains jours. Eux maîtrisent désormais toutes les ficelles de la production bio. Il s'agit de faire pousser les plantes sans aucun recours ni aux pesticides ni aux engrais chimiques. Une production saine et respectueuse de la nature. Ils sont 120 à avoir bénéficié de la formation à Koubri. Tous sont de la région du centre, spécialisés dans la production maraîchère. Explication, Konsoun Koulibaly, Boumaïd Nest, Nébié. Durant 60 jours, ces 120 apprenants ont acquis les techniques du maraîchage bio. Une technique de culture maraîchère sans apport de produits chimiques. À cette sortie de promotion, l'accompagnement du FAFPA en matériel va permettre à ces jeunes femmes de la région du centre de s'installer à leur propre compte. Tous ces efforts, tout en contribuant à lutter contre la pauvreté, par la création d'emplois, par le renforcement des capacités, vont permettre également de contribuer de manière notable à l'amélioration de la santé des populations. Et aider des jeunes, des femmes à s'entretenir,
à pouvoir s'occuper économiquement. Nous pensons que c'est une bonne chose et que ce n'est qu'à travers ces actions nous pouvons participer concrètement et véritablement au développement. Selon les formateurs, la production bio est une arme de lutte efficace contre les maladies liées à l'utilisation de produits chimiques. Pour produire nos tomates, nos choux, nos oignons, le maïs, parce que quand on analyse ces genres de produits, nous trouvons des traces de pesticides. Et jusqu'à présent, vous voyez que la mortalité même est très élevée. Et quand on calcule et qu'on fait un constat, nous voyons que ce pourcentage qui est élevé, c'est par rapport à l'utilisation des produits chimiques. Donc l'idée est de s'imprégner cette connaissance bio-là à tous ces producteurs-là. On peut utiliser des herbes et ensuite les déchets alimentaires, les déchets des animaux. Voilà, on peut utiliser ça pour ne plus utiliser les produits chimiques. D'autres séries de formations suivront. L'objectif à terme pour le cabinet Bio-Ageco, initiateur de l'événement, est d'inculquer le réflexe bio dans les habitudes des Burkinabés. Allons à présent à la découverte de deux dames qui s'imposent dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole. Elles sont dans la région des Cascades et exploitent de grandes superficies de manguiers, d'anacardes et d'agrumes. L'une d'elles a même réussi la prouesse de domestiquer la liane. Karim Ilboudo, Mireille Carole Tougma. 50 hectares de terre entièrement exploités et gérés par Minata Ouattara. Une aventure qui date de plus de 3 décennies. Je peux dire que depuis 2004, je suis seule à exploiter la superficie de 50 hectares. 35 en mangue, 10 en anacarde et 5 en agrumes. Ça, c'est depuis 2004 que je suis seule à l'exploiter après le décès de mon mari. Sur ce verger, nous avons commencé ensemble avec mon mari de feu depuis 1986. Situé à une vingtaine de kilomètres de Banfora, le verger de Minata Ouattara fait sa fierté. Entre elle et la terre, c'est une histoire d'amour. Rien n'est facile sur cette terre. Puisque si tu as quelque chose que tu veux faire, tu as l'amour de quelque chose, tu ne peux pas dire que cette chose est difficile à faire. Dire que c'est dur pour une femme de travailler la terre, moi je dis non. Il faut vraiment avoir le courage et l'amour de ton travail avant de l'entamer. L'amour de la terre, Monique Sirima l'a également. Transformatrice de produits agricoles, elle décide de produire elle-même sa matière première en domestiquant la liane. Les lianes, là, c'est difficile à trouver. Donc, il se trouvait que le papa de mon mari avait appelé ses enfants partager le terrain là, chacun avec sa part. Et comme on était à Banfora, le terrain est resté. Chaque fois, les gens viennent et disent que le terrain là, si on ne va pas exploiter, ils vont demander d'exploiter. Moi, je dis, comme il y a le terrain là, il faut qu'on fasse quelque chose sur le terrain. Et c'est ça l'idée de faire le champ de liane m'est venue. Une idée originale qui fait cas d'école et bénéficie de l'accompagnement de structures compétentes en la matière. Nous l'avons beaucoup encouragé parce que c'est l'une des premières initiatives que nous voyons en ce qui concerne l'exploitation de la liane sur le plan agronomique. Je crois que l'idée est très louable et nous continuons à l'accompagner par rapport justement à la conduite de cette plantation de liane. Monique Sirima et Minata Ouattara ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Des projets se dessinent à l'horizon. Si je trouvais un point d'eau et que je pouvais faire peut-être un forage ou j'allais faire au moins une bananeraie au long du marigot là, de la papaye. Ce que je compte faire l'avenir là, c'est avoir une usine de transformation. Moi aussi essayer de faire la transformation de ma production. Voilà, à l'avenir vraiment, si je peux avoir d'aide pour ce projet-là, c'est ce qui est mon ambition aujourd'hui. Des ambitions qui caractérisent ces femmes entrepreneurs agricoles. Dans les Cascades, les exemples existent, preuve que le travail de la terre peut également se conjuguer au féminin. Cinéma à présent, avec cette nuit d'hommage au maestro, c'était ce vendredi à Ouagadougou, en marge de la rencontre du bureau de la Fédération panafricaine des cinéastes. Tous ont salué l'œuvre immense de Idrissa Ouedraogo,
Hommage aussi à Abel Naba, technicien de cinéma, décédé également cette année. Gérard Sommet et Yann Kiteda. Un film portrait pour rendre hommage à un géant du cinéma burkinabé. Idrissa Ouedraogo, c'est de lui qu'il s'agit, aura marqué l'espace cinématographique. Le film réalisé par des étudiants retrace sa biographie avec un accent particulier mis sur ses œuvres. Au nom desquels Yaba, ces films lauréats du prix de la critique au Festival de Cannes en 1989 et du prix du public au FESPACO de la même année. Le film Tilay a remporté le Grand Prix du jury en 1990 au Festival de Cannes. Et en projetant ce film portrait, la Fédération panafricaine des cinéastes FEPACI entend marquer un arrêt pour se souvenir d'un de leurs arraché à leur affection le 18 février dernier. Nous sommes à 2-3 mois du décès d'un de nos collègues, d'un de nos éminents collègues, l'icône, l'une des icônes du cinéma africain, Idrissa Ouedraogo. Logique que nous mettions dans notre programme donc, un hommage à cet homme qui a amené le cinéma africain au sommet du cinéma mondial. Idrissa Ouedraogo, faut-il le rappeler, producteur-réalisateur, avait à son actif environ 40 films. Il est décédé à l'âge de 64 ans. À la suite de la projection du film sur son portrait, la Fédération panafricaine des cinéastes a également projeté un autre film, Rencontre en ligne de Adama Rwamba. Cette fois à l'honneur de Abel Naba. Abel Naba fait partie de l'équipe de tournage de ce film en tant que machiniste. Je le suivais aller sur les films depuis les années 80. Il y a un premier film, je ne me rappelle plus du titre, mais au moins bon, ça parlait de Wayne Cooney que bon, je commençais un peu à m'arrêter, regarder un peu le matériel, ainsi de suite. Et puis bon, il m'a mené de plus en plus sur des plateaux quand je suis en vacances et ainsi de suite. Il m'a formé et puis voilà. Selon toujours le secrétaire général de la FEPACI, Cheikh Oumar Sissoko, ces deux hommes qui sont Idrissa Ouedraogo et Abel Naba ont participé à l'animation du cinéma burkinabé et international. De chez nous à présent en Italie, le nouveau ministre de l'Intérieur affiche sa position anti-immigration. Aussitôt installé, Matteo Salvini a effectué un déplacement en Sicile. Le leader de la Ligue du Nord, connu pour ses positions radicales, martèle sa volonté de tarir le flux des immigrés venus notamment du continent africain. À peine désigné déjà sur le terrain, le nouveau ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini est venu en Sicile ce dimanche. Objectif, marteler son discours anti-immigration. À l'occasion d'une réunion de soutien à ses candidats au municipal du 10 juin, il en a dit un peu plus sur sa politique. Comme ministre, je travaillerai avec nos partenaires européens et avec les pays africains pour empêcher des milliers de personnes désespérées de nourrir l'illusion qu'en Italie, il y a du travail et un toit pour chacun. En Italie, le coût de chaque demandeur d'asile est le plus élevé d'Europe. Le temps d'examen des situations est le plus long d'Europe. Il est temps d'agir. Même si les entrées de migrants sont en nette baisse depuis un an, quelques 13 500 personnes sont arrivées en Italie depuis le début de l'année. Ce vendredi encore, 158 personnes, dont 9 enfants, ont été secourues au large de la Libye avant d'être conduits en Sicile. À présent, la page d'Immense Sport. Bonsoir, Lassina Sawadgo. Bonsoir, Jean-Emmanuel. Et ce soir, on débute avec du football. Après la parenthèse Coupe du Faso, le week-end dernier, on a joué donc l'avant-dernière journée du championnat ce week-end. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la bataille pour la deuxième place fait rage. Tout à fait. Il y avait 5 équipes concernées par cette deuxième place. On va voir les images du match RCK Union Sportive de la Comoé, Jean-Emmanuel. Un seul but marqué dans cette rencontre entre Faucon et Unionistes de la Comoé, but marqué par Samuel Amoto. Un but, une victoire importante puisque derrière cette victoire du RCK, les fautes étaient deuxième au classement a chuté pratiquement parce que le fois a fait match nul au stade du 4 août face à l'Union Sportive des Forces Armées. 2 buts partout après un stade, bien sûr, le fois a mené sur le score de 2-1, Jean-Emmanuel, on voit les images. Mais après quelques moments, le stade, une pluie, bien sûr, s'est abattue sur le stade du 4 août. La pelouse s'est transformée en patinoire et l'USFA a pu égaliser 2 buts partout.
l'effort donc perd la deuxième place au profit du Red Club du Cadeau. Puis sur ces images, c'était le match qui comptait pour du beurre entre le Santos et l'ASFB. C'est le Santos relégué qui a d'abord mené sur le score de 2-0 et puis le retour des Buffles de Bobo Dioulasso qui se sont remis de leur défaite donc face à Salitas en Coupe du Faso. Un doublé de Cheikh Djibril Ouattara Jean-Emmanuel et une victoire de 3-2 pour le champion du Burkina 2018 et Cheikh Djibril Ouattara désormais avec 13 buts au compteur, meilleur buteur du Faso Foot. Assina Sawadou à Tenkorgo également, on a joué au foot notamment avec la 4e édition de la Coupe du président de la Fédération. Oui, c'était la 4e édition donc, de la Coupe du président de la Fédération burkinabé de football et c'est l'ACF de Banfora grâce à l'unique but Jean-Emmanuel Boudrago marqué par Souleymane Traoré à la 68e minute. L'association Collaboration Sans Frontières va donc remporter ce match face à l'US Po à Tenkorgo et empocher la somme de 1 million de francs CFA qui va avec le trophée. Les finales UCBF, Grande École, on connaît également leur épilogue ce week-end, notamment au Palais des Sports de Ouaga 2000. Oui, les finales UCBF se sont jouées tout le week-end entre le stade du 4 août et le Palais des Sports de Ouaga 2000. Le clou, c'est le Palais des Sports avec le match de handball Jean-Emmanuel entre l'université professeur Joseph Kizerbo et l'ESCO au IGS. On voit donc les autorités coparrainées par les ministres Al-Kassoum Maïga et Daouda Azipou. Un match de handball fortement enlevé. Un match nul à l'issue donc du temps réglementaire 35-35 et puis une prolongation remportée par l'université professeur Joseph Kizerbo 37-35. De suspense donc à Kaya, on parle de karaté cette fois. Oui, on parle de karaté et Kaya c'est chez vous. On parle de karaté aussi pour la Coupe du président de la Fédération burkinabé de karaté-do. 7 districts étaient concernés, 300 athlètes minimes, cadets, juniors, 24 clubs étaient sur le tatami. Et puis au final, c'est le club Tariam de Kaya qui remporte la première place de la Coupe du président de la Fédération burkinabé de karaté-do. Alors rapidement, là pour finir, une date, 2 marathons et une polémique, ainsi on pourrait résumer donc cette polémique ou en tout cas qui se profile à l'horizon. Oui, c'est une date, vous l'avez dit, c'est le 23 juin prochain, amis téléspectateurs. Et ces deux événements, il s'agit de Altitude Naouri 10e édition et puis le marathon des échangeurs organisé par notre confrère BF1. Voilà, ces deux activités qui sont donc patronnées techniquement par la Fédération burkinabé d'athlétisme. On se demande bien. Et qui se tiennent le même jour. Ils se tiennent le même jour. On espère que la Fédération burkinabé d'athlétisme, Altitude Naouri et le marathon des échangeurs trouveront donc un terrain d'attente pour qu'on puisse vivre ces deux activités-là parallèlement. Et sinon, deux activités la même date, ça fait quand même désordre dans une discipline qui se veut quand même une discipline de rigueur et surtout de partage. Voilà, là, plus de précisions certainement sur tous ces sujets demain à 21h au magazine. Et nous sommes en juin, n'est-ce pas? La Coupe du Monde, ça pointe à l'horizon et la RTP est en train de mettre les petits plats dans les grands pour être au cœur de cet événement à partir du 14 juin. On va vous le marteler tout au long de ce mois. 14 juin, 15 juillet, la RTB sera au cœur de la Coupe du Monde Russie 2018. C'est un rendez-vous que tous les amoureux du foot attendent fermement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci pour votre attention. Draman Dadian vous retrouve à 22h30. Bonne reprise de travail demain.